L'humanité a infligé d'énormes dégâts à la nature. Aujourd'hui, environ 1 million d'espèces animales et végétales dans le monde sont menacées d'extinction. C'est notre faute. C'est à cause de ce que nous faisons, de la façon dont nous maltraitons la nature. De plus en plus de personnes s'engagent pour aider les écosystèmes à survivre ou même les ramener à la vie. Je n'ai pas envie de piétiner la planète. Et c'est pour ça que ce jardin est un projet très important. Les insectes permettent aux fleurs de se reproduire et assurent notre alimentation. L'oxygène que nous respirons est produit par des forêts en bonne santé. La diversité de la nature est indispensable. On parle de disparition des espèces, de catastrophes climatiques, mais en même temps, il y a de l'espoir. Comment faire pour vivre en harmonie avec la nature et non en opposition à elle ? Qu'est-ce que tu as pris comme mouche, Tobias? Willy Rouf et son fils Tobias pêchent à la mouche en toute quiétude. À première vue, on se croirait en pleine nature. Sauf qu'en réalité, nous sommes dans une métropole allemande. Les deux hommes se trouvent dans l'Isar, la rivière arrosant Munich. La nature sauvage pourrait donc s'accorder à la vie urbaine ? Le père et le fils ont tous deux commencé à pêcher dès l'enfance, mais en veillant toujours à préserver la population de poissons. Ce qui compte pour eux, c'est de passer du temps dans la nature. Je viens souvent ici sans ma canne pour observer l'Isar, voir ce qui s'y passe, peu importe si j'ai une prise. Aujourd'hui, ça ne mord pas. L'eau est encore troublée par les pluies récentes. Même en pleine ville, la rivière regorge de poissons. Pour la diversité des espèces, il est indispensable d'avoir une variété de structures. En été, les petits poissons ont besoin d'autres emplacements qu'en hiver. Ils ont besoin de lieux de nourrissage. Quand une rive est variée, avec d'infimes différences, cela permet à davantage d'espèces d'y survivre, de s'y établir ou d'y revenir. Pendant longtemps, la rivière n'a pas disposé de ces structures. Le grand changement a débuté il y a un peu plus de 20 ans. L'objectif initial était de créer un système de protection contre les crues. Finalement, une vaste restauration écologique a eu lieu. Tobias, en tant que limnologue, observe la façon dont la nature se rétablit des dommages qu'elle a subis. On a enlevé l'aménagement des berges et on a fait de la place à la rivière, qui a quasiment doublé de largeur. Des bancs de gravier se sont formés, ainsi qu'un petit bras secondaire où les oiseaux peuvent couver. Sur l'autre rive, il y a une cavité profonde, un biotope qui se rapproche beaucoup du modèle d'un fleuve alpin. Pendant longtemps, l'Isar a été un canal plus qu'une rivière. C'est au début de l'année 2000 que le projet de grande envergure a été lancé. Les berges en place ont été détruites, des bancs de gravier ont été aménagés et les seuils qui empêchaient la migration des poissons ont été enlevés. Après 11 ans de travaux et 35 millions d'euros investis, l'Isar ressemble de nouveau en grande partie à un petit coin de nature sur une étendue de 8 km. Au milieu de la capitale de la Bavière, l'écosystème aquatique a été rétabli. Le martin-pêcheur couve à nouveau. Une forêt alluviale se développe avec de jeunes saules. Les bancs de gravier propres à l'Isar créent des espaces qui fournissent le gîte et le couvert à de nombreux animaux. Ces petites pierres sont très utiles. Ici, nous avons quelque chose de très intéressant. Il s'agit de deux petits chabots communs. Comme vous le constatez, ce sont des poissons qui reposent sur le sol et qui sont dépourvus de vessie natatoire et font 10 à 12 cm de long tout au plus. C'est une espèce protégée d'après le droit européen. Là où vivent les chabots communs, la qualité de l'eau est bonne. Mais ils ne sont pas les seuls à se sentir bien ici, où la nature a repris ses droits. La rivière est aussi devenue une piscine naturelle pour les Munichois. On a aménagé de nombreux lieux de vie ici, ou biotopes. Mais ils sont évidemment perturbés par la présence humaine. Beaucoup de gens génèrent des perturbations, principalement en marchant.
Ils se déplacent dans l'eau, sur les graviers, où ils piétinent des choses. Cette rivière sauvage en pleine ville a besoin d'une main protectrice. Pour autant, l'humanité et la nature ne doivent pas s'opposer. Chacun peut profiter à l'autre si les êtres humains réintroduisent plus de vie sauvage. Des deux côtés de la frontière germano-polonaise, des activistes se battent pour un site unique au monde, la lagune de Szczecin. Iwona Krepitz, une militante écologiste polonaise, habite dans cet endroit, là où l'Oder se jette dans la mer Baltique. À perte de vue, des forêts, des marais, des landes. J'ai trouvé mon coin de paradis. Ici, on trouve des pigargues à queue blanche et même des loups. C'est un écosystème très sain. Une nature vierge en plein milieu de l'Europe. C'est parfait. Chimiste de formation, Iwona travaille à présent comme guide touristique. Sa mission consiste à montrer aux gens qu'il est crucial de préserver cette contrée sauvage. Le photographe David O'Brien a fait le voyage exprès depuis l'Irlande, dans le but de s'approcher du plus grand prédateur d'Europe et de l'immortaliser. Iwona sait l'aiguiller. Au début du XXe siècle, le pigargue à queue blanche a failli s'éteindre. Mais actuellement, sa population ici, dans le delta de l'Oder, est en hausse de 30%, soit plus de 160 couples reproducteurs, rien que sur les 10 dernières années. Pour que je sois heureux, c'est simple. Il suffit d'une météo parfaite et d'une profusion d'aigles. Ce sont des oiseaux magnifiques, majestueux. Ici, on a l'occasion de les voir de près, d'être en plein cœur de la nature. C'est ça qui nous amène ici. Avec ses 4500 km², le delta de l'Oder est aussi grand que le département des Hautes-Pyrénées. Un vaste territoire à cheval entre l'Allemagne et la Pologne. Des espèces rares, telles que le bison d'Europe, y vivent. C'est une des 8 zones que l'ONG Rewilding Europe voudrait protéger, au même titre que la Laponie, les Carpates ou les Apennins. Son objectif, réensauvager l'Europe à grande échelle. Cette protection est nécessaire ici. Un projet vise à aménager l'Oder pour la navigation fluviale. C'est la plus grosse menace actuelle. Les hautes vagues des bateaux risquent d'endommager les rives et par conséquent également les nids. Cela représente un danger immense pour toute cette nature. L'ONG a porté plainte contre ce projet. Le rewilding vise la préservation ou la reconstruction des écosystèmes, la protection des espèces existantes et la réintroduction de celles qui sont menacées. Mais surtout, le but à atteindre est la coexistence pacifique de l'humanité et de la nature. Le réensauvagement implique que les humains ont le droit de vivre à un endroit défini, par contraste avec de nombreuses réserves naturelles. Iwona montre à son collègue allemand Jonathan Raoult un écoduc aménagé par le service polonais des eaux et forêts pour permettre aux animaux de traverser l'autoroute. On est à la recherche de traces, pour voir si les animaux sauvages ont emprunté cet écoduc par-dessus l'autoroute. 6 ponts comme celui-ci ont déjà été construits pour permettre aux animaux de se déplacer et de chercher de la nourriture en toute sécurité sans être bloqués par des clôtures. Oh, c'est formidable ça. C'est un cerf, non? Au minimum, je dirais. C'est passionnant. On constate que plusieurs cerfs sont venus ici. Mais ils n'ont pas encore suffisamment confiance pour passer le pont. D'expérience, on sait que dès que l'herbe et les arbres auront poussé sur ce pont, les animaux y verront un biotope naturel.
Le réensauvagement consiste à rétablir des processus naturels. Ce qui est beau, c'est que ça se produit généralement tout seul, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Mais il faut d'abord aménager la place nécessaire. C'est décisif. Il faut construire un espace en commun et s'assurer que l'homme et la nature puissent y coexister. Les ponts remplacent les clôtures. Bientôt, on verra aussi des cerfs et même des bisons en pleine nature du côté allemand. Dans le village bavarois d'Aufkirchen se trouve un petit biotope naturel. La photographe Nicole Amslinger a hérité d'une maison avec un grand jardin et veut en faire tout autre chose que les générations précédentes. Je n'ai pas envie de piétiner la planète. Et c'est pour ça que ce jardin est un projet très important. Il fournira un habitat aux animaux, tout particulièrement les plus petits et les plus fragiles. Nicole et son mari, Armin, ne comptent pas mettre des plantes ornementales. Ils veulent installer un sol maigre. D'ici quelques années, il donnera une abondance de fleurs en permettant une grande biodiversité. Il en reste une. Ça peut paraître étonnant. Modifier un espace vert aussi beau, y mettre des gravats, des tuiles. Mais le verre à lui seul n'est pas synonyme de nature. C'est pour cela que le couple verse du gravier calcaire fin sur les tuiles broyées. Cela donnera un sol maigre, pauvre en substances nutritives. De telles surfaces sont devenues rares et avec elles, de nombreuses plantes sauvages. Au cours des 150 dernières années, pas moins de 119 espèces ont disparu. Et aujourd'hui, une espèce sur 3 est menacée. Nicole et Armin veulent un jardin pour la flore, la faune et les humains. Ce projet implique 3 zones différentes. La première possède un sol maigre, sur lequel poussent les plantes sauvages locales et où les insectes peuvent se nourrir et s'installer. La zone tampon protège le jardin des influences extérieures au moyen de haies et de buissons. La zone de production est destinée aux êtres humains. C'est là qu'on peut planter des légumes, des fruits et des herbes. Ce concept a été imaginé par Markus Gassel, un jardinier réputé. Son idée ? Laisser des espaces sauvages, si petits soient-ils, aux plantes et aux insectes. En Allemagne, devant les maisons, 15% des jardins ressemblent à ceci. Pourtant, un désert de pierre est généralement mortel pour les plantes et les animaux. Les pouvoirs publics eux-mêmes en ont pris acte. En 2020, le Land de Bade-Wurtemberg a été le premier à interdire formellement les jardins de gravier. D'autres régions allemandes envisagent de faire de même. Markus anime un réseau en ligne pour les jardiniers sauvages, qui porte le nom latin pour jardin, hortus. Waouh, c'est génial! Vous avez déjà bien avancé? La renouée ? C'est plutôt pour des endroits humides. Ce n'est vraiment pas pour ici. Il faudrait la planter ailleurs. Ah, un cytise. Ça, c'est une bonne idée. Contrairement au sol maigre, les jardins de gravier ne laissent quasiment pas passer l'eau. Une feuille de plastique est souvent placée sous la surface. Les plantes de Nicole profitent des espaces entre les tuiles et le fin gravier calcaire. C'est ce qui permet une croissance lente. Ces jardins à sol maigre ont disparu du paysage à 95% au cours des 50 dernières années. Comment expliquer ça? Tout simplement, les gens ont pensé « il n'y a rien qui pousse ». Comme ils ne voyaient pas de jolies fleurs, ils se sont dit « construisons des quartiers nouveaux ». Je serai contente quand tout ça aura avancé et que ça poussera. Cette année, l'année prochaine et celle d'après. Beaucoup de gens sont tristes en voyant ce que je fais de mon jardin. Mais ils voient seulement son état actuel, pas mon objectif. Je pense que tout le monde sera ravi une fois que le jardin sera plein de vie. Le prochain projet de cette jardinière engagée, c'est le grand pré derrière la maison. L'année prochaine, il doit également se transformer en paradis naturel.
et ressemblaient comme deux gouttes d'eau au jardin de Marcus Gassel. Dans son jardin d'insectes, Hortus Insectorum, la vie sauvage s'épanouit depuis 10 ans. Auteur de livres, Marcus fait visiter son jardin et y anime des séminaires, en plus de son activité en ligne. Les arbres fruitiers sont aussi importants. Ici, nous avons des coings, des pommes, des poires, des framboises, des groseilles à maquereaux. Tout cela est fondamental. Il y a aussi d'excellentes fleurs, où les insectes peuvent trouver du nectar et du pollen. Les jardins potagers sont également importants pour les écosystèmes locaux, surtout pour les insectes. D'après la liste rouge de l'Office fédéral de protection de la nature, la population d'une espèce sur 2 est en recul. Tu pourrais aménager ceci chez toi, un beau pré fleuri. On y trouve des sauterelles, des coccinelles et autres insectes. Et les oiseaux sont également à la fête, parce que ça leur fournit de la nourriture. Arbres fruitiers, sols maigres, prés fleuris, la renaturation se fait aussi à petite échelle. Toutes les fleurs comptent. Tous les jardins d'Allemagne réunis sont aussi grands que toutes les réserves naturelles. Autrement dit, ce sont des surfaces étendues qui représentent autant d'espace potentiellement disponible. Si on donnait la priorité à l'écologie, on pourrait faire un bond en avant dans la protection de la biodiversité pour les générations futures. Réensauvager, y compris devant sa propre porte. C'est une idée qui fait son petit bonhomme de chemin. Dans le delta de l'Oder, Ivona prépare une expédition avec son collègue allemand Jonathan. Pour lui, c'est très instructif. La Pologne a de l'avance pour ce qui est des relations au quotidien avec les animaux sauvages. Le bison d'Europe est actuellement l'une des espèces les plus rares sur Terre. Il a failli disparaître. C'est un miracle que cet animal soit encore parmi nous. Et c'est vraiment étonnant qu'il aille de lui-même vers l'Allemagne, comme l'élan. En Pologne, on dénombre à présent environ 300 bisons, grâce à des mesures de protection appropriées. Mais toujours pas un seul du côté allemand. Un bison a bien franchi la frontière en 2017, mais il a fait peur aux humains. Ce qui s'est produit a choqué la région. Cet animal protégé a été abattu. C'est dingue. En Pologne, les gens sont ravis de voir un bison traverser leur village. Mais en Allemagne, les gens paniquent. Ils sont effrayés. Ils ont peur des animaux sauvages. En Pologne, les gens posent parfois des questions, c'est tout. Par exemple, j'ai des bisons dans mon jardin, qu'est-ce que je dois faire? On leur répond, rien. Mais ils mangent mes pommes. Eh bien, tant pis. Ils se renseignent, rien de plus. Personne n'aurait l'idée d'abattre l'animal sur le champ. Pour éviter qu'un drame comme en 2017 se reproduise, Jonathan souhaite expliquer à ses compatriotes ce qu'il faut faire quand on tombe sur un bison. Mais lui-même doit d'abord en faire l'expérience. Des employés de l'Office pour la protection de l'environnement l'emmènent en mission d'observation. Le troupeau que nous allons observer passe une partie de son temps sur un grand terrain d'exercice militaire. L'un des bisons est radiopisté. Il porte un collier émetteur qui nous permet de connaître sa localisation approximative. On va bien voir combien de temps on met pour le trouver. C'est Maciej, un spécialiste de Poméranie occidentale, qui va nous guider. C'est lui, l'expert en bisons de la partie ouest de la Pologne. Depuis 20 ans, il les observe et les étudie. Certains sont équipés d'émetteurs pour éviter des situations potentiellement dangereuses. Un troupeau se trouve à proximité. C'est le signal provenant de l'émetteur d'un animal. Il est rare de croiser ces bêtes très farouches. Mais grâce à la technologie, Maciej localise un groupe de bisons femelles avec leurs petits. Doucement et en gardant leur distance, Jonathan et Ivona s'approchent des animaux. Ce n'est pas sans danger. Mais le chef de l'expédition a rappelé aux deux observateurs les règles de conduite à suivre scrupuleusement.
Je suis toute excitée. C'est de l'adrénaline pure. J'adore ça. Il faut bien penser à ne jamais trop se rapprocher. Mais ils sont trop mignons. Ils sont paisibles, ils sont absorbés par d'autres choses que nous, mais ils nous regardent quand même. Règle numéro 1, rester à distance et ne pas effaroucher les bisons. Dotés d'un instinct de fuite, ils ne se défendent que s'ils se sentent menacés. Généralement, quand on a affaire à ce genre d'animaux, on tâche de les maintenir à l'état sauvage. Mais il est important que les humains cessent d'avoir peur d'eux et qu'ils arrivent à les côtoyer. C'est tout l'intérêt de ces missions. Avec des personnes expérimentées comme Maciej, les gens apprennent à s'approcher des animaux. À l'avenir, Maciej aimerait faire venir ici des personnes qui vivent dans la partie allemande du delta de l'Oder, dans l'espoir de les rassurer vis-à-vis des bisons. Le problème vient des gens, de leur façon de penser. Là où vivent les bisons, les humains doivent accepter leur présence. Ils doivent apprendre à être plus tolérants. Je ne sais pas quelle sera la réaction des agriculteurs allemands lorsqu'ils verront un bison dans leur champ de maïs au petit matin. Ils hallucineront sûrement. Les gens ont besoin de temps pour s'adapter. Le droit est également du côté des animaux. En Pologne, si jamais un bison endommage un champ, l'État dédommage le propriétaire. En Allemagne, en revanche, il n'existe aucune réglementation claire. C'est merveilleux. Ça m'a beaucoup ému. Il n'y a pas beaucoup d'endroits sur Terre où l'on peut voir des bisons sauvages en liberté. C'est un spectacle extraordinaire. Ce serait fabuleux si un jour, les bisons traversaient à nouveau l'Oder et que les Allemands se comportaient mieux, sans sauter sur leurs fusils. Ce serait bien d'avoir un bon dispositif pour dédommager les agriculteurs locaux. Pour tout dire, ça me réjouirait qu'on puisse accueillir en toute sérénité les prochains bisons qui auront traversé le fleuve à la nage. Ce serait mon rêve. Pour réensauvager à grande échelle, il faut changer les mentalités et faire participer une large partie de la population. L'enjeu, ce n'est pas d'avoir des réserves naturelles bien délimitées, mais une cohabitation paisible entre l'humanité et la nature. Ces prairies verdoyantes des collines du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre, semblent idylliques, mais elles n'ont pas été épargnées par les êtres humains. L'agriculture est très destructrice pour la nature. Derek Gow ne voulait plus contribuer à ce saccage. Il a décidé de laisser la moitié de ses terres en friche pour aider à protéger la diversité des espèces. Les poissons dans les rivières ont disparu. Les lamproies, les anguilles, les oiseaux, les insectes, les petits mammifères, les fleurs sauvages, les papillons. Et c'est notre faute. C'est à cause de ce que nous faisons, de la façon dont nous maltraitons la nature. Il faut que les humains mûrissent, qu'ils ouvrent les yeux et réfléchissent à une autre manière de faire. Derek, lui, a déjà changé ses méthodes. Il aide ces terres à s'ensauvager pour que la vie revienne et que l'équilibre naturel se rétablisse. Il attire des espèces disparues en Angleterre depuis longtemps et les réintroduit ici. Des chats sauvages, des cigognes blanches ou des castors. Il faut dire que chaque être vivant joue un rôle essentiel dans un écosystème donné. Par exemple, avec ses constructions, le castor aménage des espaces de vie pour les insectes, qui fournissent eux-mêmes de la nourriture aux oiseaux et leur permettent de s'installer. C'est un cercle vertueux. Si une espèce vient à manquer, l'écosystème est perturbé. Derek fait des émules aux alentours. Dorette Engie et sa fille Etty ont acheté une ferme qu'elle compte ensauvager. On a 2 castors pour vous. Oh, formidable! J'ai une petite ferme, mais j'ai un terrain modeste. Peu importe, je peux quand même faire beaucoup de choses. C'est une expérience pour voir jusqu'où je peux aller.
Les deux qui sont pour vous sont ici. Je crois qu'ils sont là-dedans. Le castor avait disparu d'Angleterre depuis presque 500 ans. Ils remontent à la surface pour respirer? Oui, mais c'est parfois très rapide. Ah, ça bouge. Voici une petite tête de castor. L'histoire de cet animal a de quoi redonner de l'espoir. Sans vouloir paraître grandiloquent, si on arrive à réintroduire le castor, on redonne à la nature la capacité de se régénérer. Il faut absolument les faire revenir ici. Avant de récupérer leur petit castor, Dorette et Etty leur préparent un nid pour les aider à s'acclimater à leur nouveau foyer. On va les placer ici. Parfait, il faut que ce soit très confortable. C'est la meilleure hutte pour castors jamais construite. Comme ces jeunes castors sont très petits, on a voulu s'assurer qu'ils aient de la nourriture à profusion et un habitat bien au sec. Les ouvriers ont fait un travail extra. Ils ont fendu un arbre en deux, ils sont en train de fabriquer une petite chambre, puis ils poseront un toit au-dessus. C'est un Buckingham Palace pour castors. Quelques semaines plus tard, les deux jeunes castors sont relâchés dans la nature. They're coming. Ce qui est merveilleux, c'est que n'importe qui peut contribuer. Tout ce qu'il faut, c'est avoir un rapport différent à la nature, être à son écoute et s'efforcer de ne pas la détruire. Il faut aussi venir en aide à la nature, là où elle a longtemps été maltraitée. Un paradis naturel juste devant sa porte. À Munich, sur pas moins de 8 km, l'Isar constitue une zone de loisirs quasiment au coin de la rue. De temps en temps, Tobias Ruf cherche des insectes qui pondent leurs œufs dans l'eau, vérifie la population des poissons et observe les structures de pierre chargées d'enrichir l'eau en oxygène. C'est un plécoptère, aussi appelé une perle, dont les larves vivent sous l'eau. Il a deux queues et les ailes sont repliées l'une sur l'autre. Ça le distingue de l'éphémère, qui ressemble plutôt à un petit voilier. Et sa présence témoigne de l'excellente qualité de l'eau. Insectes, poissons, oiseaux ou castors, le réensauvagement a redonné des espaces de vie à de nombreuses espèces et crée ainsi un véritable écosystème urbain. Ça me plaît 100 fois plus qu'avant. C'était un fleuve moribond, un canal. Franchement, personne ne peut aimer ça. La situation a beaucoup évolué. Tobias est conseiller municipal à Munich. Dans ce cadre, il y a 10 ans, il a déposé une demande qui a été acceptée. La municipalité doit rendre les 5 km restants de l'Isar situés en ville aussi beaux qu'ici. Les travaux se mettront en place dès que le financement sera finalisé. Le réensauvagement est un processus de longue haleine. Il faut du temps pour réparer la nature. Regarde, Willy, ils sont merveilleux, pas vrai? Oui, très beau. C'est devenu une habitude pour Willy Ruf et Udo Steinhörster et ça donne des résultats. Leur objectif, la réintroduction d'espèces rares. Au cours des 10 dernières années, ils ont lâché pas moins de 20 000 hautues dans l'Isar, une espèce de poisson autrefois très courante, mais qui a été décimée au fil du temps. Comme les eaux courantes mal conçues empêchaient la remonte, les hautues ne pouvaient plus se reproduire. Je pense qu'ils sont contents de pouvoir reprendre un peu d'air. Dans un écosystème, chaque espèce remplit une fonction.
Les Hotus sont importants. Auparavant, ils étaient très nombreux, et leur absence a déréglé un système qui dépendait d'eux. Ils ne se sont pas encore totalement imposés ici. Les alevins sont trop souvent dévorés avant de pouvoir se reproduire. Les Hotus sont des poissons de banc. Le nombre leur apporte la sécurité. Ils préfèrent vivre au milieu de leurs congénères. Zut, je me suis trompé dans le compte. Certains jours, on se prend à être débordant d'optimisme. On se dit que tout est possible. Puis il se produit un événement et on se décourage. Tout cela a été inutile, c'est sans espoir. Malgré tout, on se dit peut-être que ça donnera quelque chose. Le plus important quand on intervient dans la nature, et ceci en est un exemple bien sûr, c'est de faire preuve de sagesse et de discernement. Chacun, à sa petite échelle, peut aider à préserver la biodiversité de la planète. L'objectif, plus largement, qui est aussi celui du Pacte vert pour l'Europe, c'est de rétablir des écosystèmes viables permettant d'avoir une alimentation saine, de l'eau fraîche et un air propre.